Bonsoir à tous, merci de nous recevoir. Voici les grands titres que nous allons aborder en ce samedi soir. Depuis 2021, une théorie veut que la campagne du président Brigitte Macron soit une femme transgenre. Elle a récemment été démentie par le chef de l'État lui-même qui parle d'une humiliation. L'immigration illégale depuis l'Afrique de l'Ouest a augmenté de 541% en Europe. Le passage par les îles Canaries est de plus en plus emprunté par les exilés. La plus grande bourse aux fleurs du monde est située dans la banlieue d'Amsterdam, aux Pays-Bas. En France, 80% des bouquets vendus viennent de cette ville, rencontre dans cette édition. Et puis le collège Édouard Herriot de Chenôve, dans les Côtes d'Or, est sous le choc, puisqu'hier, je vous le rappelle, un élève armé d'un couteau de cuisine a menacé la principale de l'établissement interpellé. Sa garde à vue a été prolongée ce soir. Pour la première fois, le président de la République répond face caméra aux rumeurs farfelues et persistantes qui touchent son épouse Brigitte Macron. Il y a des petits gestes du quotidien qui sont vexantes et humiliantes, qui sont insupportables et qui continuent d'exister dans le comportement de certains, a déclaré Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui a notamment fait référence aux fake news qui circulent depuis plusieurs années et qui affirment que Brigitte Macron est une femme transgenre, ce qui est faux, né sous le nom de Jean-Michel Trogneux. Mais d'où vient cette rumeur et comment a-t-elle été prise d'une telle ampleur? Anne Crou nous répond. Pour la première fois, le président de la République a réagi face caméra aux rumeurs farfelues et persistantes qui touchent son épouse, Brigitte Macron. Il y a des petits gestes du quotidien et les vexations et les humiliations qui sont insupportables et qui continuent d'exister dans le comportement de certains. C'est les fausses informations et les scénarios montés avec des gens qui finissent par y croire et qui en fait vous bousculent, y compris dans votre intimité. Vous pensez au fait aux personnes qui disent que votre femme est un homme. Oui, c'est ça. On a quand même des fadas. Hein. Le chef de l'État fait référence à une fake news qui circule depuis plusieurs années et qui affirme que Brigitte Macron serait en fait une femme transgenre, née sous le nom de Jean-Michel Trogneux. Mais d'où vient cette rumeur ubuesque et comment a-t-elle pris une telle ampleur? Elle démarre en pleine campagne présidentielle, en 2021. À l'origine, une internaute nommée Natacha, qui sous-entend dans des messages Facebook que la première dame serait un homme. Celle qui se présente comme journaliste indépendante évoque quelques mois plus tard la rumeur dans un live avec une voyante. Je pense que ça, c'était pendant la transition. Donc, c'est un peu entre les deux. C'est pas vraiment un homme, mais c'est pas non plus une femme. Hein, on est d'accord. La vidéo a été vue plus de 450 000 fois. Cette fausse information apparaît également dans la revue d'extrême droite Faits et Documents, connue pour son antisémitisme. Plusieurs numéros, comme celui-ci, sont consacrés à une supposée enquête sur Brigitte Macron. Là encore, le nom de Natacha apparaît comme une sorte de contributrice ayant effectué des recherches. Après cette parution, la fake news circule très vite sur les réseaux sociaux, reprise par des sites complotistes comme Profession Gendarme ou Planète 360, des internautes anti-vax qui gravitent autour de Florian Philippot et Éric Zemmour notamment, mais aussi par des comptes d'extrême droite, soutien de Marine Le Pen, alors candidate face à Emmanuel Macron. L'objectif de départ, il se situe vraiment dans une sorte de guerre culturelle contre tout ce que peut représenter soit la personne même d'Emmanuel Macron, mais plus encore par l'hypothèse que la société avec Emmanuel Macron irait de plus en plus vers des horizons, on va dire, libéraux, où la nation et les traditions et le respect de l'ordre naturel sont finalement un petit peu mis de côté. Cette fausse information malveillante, partagée par l'extrême droite, aura donc au moins réussi l'un de ses objectifs, faire réagir le président de la République. À l'approche des élections européennes, le Rassemblement national mené par Jordan Bardella est critiqué par la majorité qui lui reproche son manque de cohérence, vrai ou faux. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aurait un véritable fossé qui se creuserait entre les paroles et les actes du Rassemblement national au Parlement européen. C'est en tout cas ce qu'affirment les membres de la majorité à l'approche des élections européennes. Explication signée Laurent Augry.
L'Union européenne porte une responsabilité lourde. Jordan Bardella et le Rassemblement national feraient-ils preuve d'incohérence au Parlement européen? C'est en tout cas ce qu'affirment les membres de la majorité à l'approche des élections européennes. Si on ne s'attaque pas pied à pied à l'incohérence de leur programme... Le Rassemblement national change d'avis comme de chemise. C'est une incohérence absolue. C'est ça la schizophrénie politique du Rassemblement national. Alors nous avons vérifié quelques thématiques. Sur l'écologie d'abord. Le RN dit s'opposer au pacte vert européen en raison d'un argument principal. Face aux tenants de l'écologie punitive, nous sommes et nous serons les défenseurs du bon sens et de l'écologie praticable. Jamais nous n'opposerons la nécessaire préservation de l'environnement et l'indispensable protection du pouvoir d'achat. Le parti préférerait donc une écologie qui protégerait le porte-monnaie des Français. Pourtant, à Strasbourg, les eurodéputés du Rassemblement national se sont opposés il y a quelques mois à la création d'un fonds social pour le climat, censé justement aider les ménages les plus vulnérables. Autre sujet où le Rassemblement national serait inconstant, la guerre en Ukraine. Il y a quelques semaines, Jordan Bardella affiche une position de fermeté face à la Russie. Nous devons faire comprendre à Vladimir Poutine qu'il ne peut y avoir de paix sans le retrait des troupes russes de l'Ukraine. Mais en réalité, le RN s'est abstenu ou a voté contre la plupart des résolutions de soutien à l'Ukraine. Et c'est la même chose pour les textes qui condamnaient les conditions de détention de l'opposant russe Alexei Navalny avant sa mort. Enfin, sur les droits des femmes. Le Rassemblement national dit apprécier les progrès obtenus au niveau européen. Tout au long de son histoire récente, l'Europe a été cette civilisation qui aura permis aux femmes de prendre toute leur place dans la société. Mais là non plus, le parti ne soutient pas les votes en ce sens au Parlement, comme sur l'égalité salariale entre hommes et femmes, ou sur la condamnation des restrictions de l'avortement en Pologne. À chaque fois, le RN se défend d'être incohérent et explique que les lois proposées ne leur conviennent pas. Mais les eurodéputés du parti semblent avoir aujourd'hui bien du mal à afficher une position et à s'y tenir au Parlement européen. Leurs visages sont marqués par l'éprouvante traversée. Les hommes ont passé plus d'une semaine dans l'océan au péril de leur vie avant d'arriver à Tenerife en Espagne. Près de 70 000 migrants ont rejoint les îles Canaries depuis 2020, devenue une route de plus en plus prisée des exilés. Quand ils arrivent, certains sont à bout de force et parfois ils ont même frôlé la mort. Par conséquent, beaucoup doivent être pris en charge très rapidement à l'hôpital. Olivia Longeval les a rencontrés à l'hôpital. Leurs visages sont marqués par l'éprouvante traversée. Ces hommes ont passé plus d'une semaine dans l'océan. Au péril de leur vie, ils sont arrivés à Tenerife, en Europe. Comme eux, près de 70 000 migrants ont rejoint les îles Canaries depuis 2020. Une route de plus en plus prisée des exilés. Quand ils arrivent, certains sont à bout de force. Parfois, ils ont frôlé la mort. Beaucoup doivent être pris en charge à l'hôpital. C'est le cas de ce Sénégalais, alité depuis 1 mois et 11 jours. Il a passé 2 semaines dans le coma. J'ai vécu des choses difficiles. En mer, je ne pouvais pas manger, pas boire. Si j'étais resté plus longtemps, je serais mort. En arrivant, je ne savais pas où j'étais. Je me suis réveillé à l'hôpital. D'autres sont abîmés par la mer, déshydratés et leur peau brûlée. Comment sont-ils arrivés dans l'archipel, porte d'entrée de l'Europe? Depuis 2020, beaucoup passent par le Maroc. Mais ces derniers mois, de nombreux exilés viennent directement d'Afrique de l'Ouest et plus particulièrement du Sénégal. Pour eux, le chemin est plus long encore. Ces jeunes hommes se filment dans l'immensité de l'océan, à bord d'une pirogue. Eux sont encore pleins d'espoir. Mais d'autres comme Demba Gueye portent comme un fardeau ce voyage de 1000 km. Tout était difficile, on n'avait pas assez d'eau. Tout le temps, tu es tout le temps assis sur une place. Pendant 8 jours, tu ne bouges pas, tu bouges un petit mouvement qui ne fait même pas 1 mètre. Ouais, tu ne manges pas à ta faim, tu ne dors pas à ta faim, il y a l'eau qui bouge tout le temps. Il y a des fois que tu pleures, ouais, tu dis que tu vas mourir, ouais, parce qu'il y a des fois qui dépassent les 2 mètres ou 4 mètres. Ouais. La route des Canaries est considérée comme l'une des plus meurtrières.
Au moins 3000 morts depuis 2020, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Dans ce cimetière, une dizaine de sépultures se distinguent des autres. Pas de nom sur les plaques. Les corps n'ont jamais été identifiés, mais cet exilé malien a souhaité leur rendre hommage. Ils partent à cause des révolutions en Afrique, parce que les présidents, nos présidents ne créent pas d'emplois et ne créent pas d'entreprises. Un flux constant vers l'archipel. L'endiguer et le gérer sont des enjeux de taille pour les autorités locales. Il faut que l'on travaille sur un pacte avec l'Europe et l'Espagne qui nous permette de garantir de meilleures conditions d'arrivée aux migrants. D'autant que la population européenne est de plus en plus vieillissante et a besoin de cette population migrante. En attendant, nombre d'entre eux sont accueillis dans des camps sur les différentes îles des Canaries, dans des conditions parfois précaires. La durée moyenne de séjour des migrants dans l'archipel est d'1 mois parce que les îles Canaries n'ont pas les capacités d'accueil suffisantes pour gérer ce flux constant. Alors ils sont envoyés vers la péninsule espagnole où certains vont poursuivre leur processus de demande d'asile et d'autres vont préférer continuer leur chemin vers d'autres pays d'Europe. Dans la plupart des boutiques françaises, difficile de trouver la provenance des fleurs. Les fleuristes n'ont pas d'obligation de traçabilité. Ainsi, 80 des bouquets français vendus en France viennent de la ville d'Alzheimer dans les Pays-Bas, située dans la banlieue d'Amsterdam. Elle est la plus grande bourse aux fleurs, la banlieue d'Amsterdam, puisque des dizaines de millions de roses, œillets ou encore des tulipes viennent d'être envoyés dans n'importe quel pays en voyageant, même dans des camions réfrigérés, comme nous l'explique Valérie Astruc. Trouver la provenance des fleurs, un jeu de piste dans la plupart des boutiques françaises. Aucun pays d'origine indiqué, normal, les fleuristes n'ont pas d'obligation de traçabilité. Là, je viens d'acheter un calanchoe, je n'ai pas demandé d'où il venait, je suis désolée. Alors moi, je peux vous dire qu'il vient d'Espagne. Il vient d'Espagne, d'accord. Voilà. Ben voilà, il n'est pas français. On va en fait directement aller chercher sur de l'Espagne, sur de l'italien, avant d'aller dans tout ce qui est hollandais qui va venir d'un petit peu partout dans le monde. Et voici d'où viennent 80% des bouquets vendus en France. Dans la banlieue d'Amsterdam, la plus grande bourse aux fleurs au monde. Dès 6 h du matin, un balai de chariot évolue sur une surface équivalente à 70 stades de foot. Une savante chorégraphie. Ces fleurs sont amenées ici dans la nuit. Là, elles vont être emmenées à la zone de tri pour être présentées aux enchères. Des dizaines de millions de roses, œillets, tulipes changent de main chaque jour. Les employés reçoivent les ordres au casque. Comptez le nombre de bouquets, acheminez les points de livraison. Une course contre la montre. Ces fleurs que vous voyez là proviennent d'Afrique. Et on peut les livrer très loin, jusqu'au Kazakhstan. Ça peut prendre quelques jours, mais dans des camions réfrigérés, c'est pas un problème. Et comme à Wall Street, voici les enchères. Les lots sont annoncés en néerlandais. Au même moment, les grossistes achètent. Sur un cadran, le prix s'affiche à la tige. Ce sont des enchères inversées, c'est-à-dire qu'on part du prix maximum, le prix descend, et le premier acheteur qui a besoin du produit fait en fait le prix. Pour un achat, la durée moyenne va être de 2 secondes. En amont, les producteurs. Dans cette immense serre aux Pays-Bas, des chrysanthèmes, 20 millions de tiges vendues chaque année. Et avant même leur éclosion, elles ont déjà plusieurs milliers de kilomètres au compteur. Les jeunes pousses viennent d'Afrique. Ça nécessite beaucoup de main-d'œuvre pour couper ces petites boutures. Donc c'est beaucoup plus rentable de le faire là-bas. Et après 11 semaines, elles sont prêtes à être coupées ici. Les prix fluctuent selon la demande, entre 60 centimes et 1 euro la tige. Et une fois coupés, ces chrysanthèmes peuvent même rejoindre des destinations très improbables. Celles-ci vont certainement aller en Ukraine parce qu'ils offrent ces chrysanthèmes pour la journée de la femme. Et on peut même aussi les vendre en Sibérie. Ils ont besoin de fleurs eux aussi. Mais avant l'expédition, le contrôle qualité, après l'achat aux enchères.
Xavier Balaguer est grossiste pour la France. Rien n'échappe à son œil averti. J'ai des têtes qui sont cassées dans les bottes, cassées nettes. Et ben là, j'appelle le monsieur qui s'occupe de l'import. Je pense qu'il va contrôler, à mon avis, d'autres bottes afin de vérifier que ce n'est pas simplement une botte et qu'on n'a pas un problème avec le lot. Ces fleurs venues du monde entier ont un bilan carbone élevé, mais le business avant tout. Et l'empreinte écologique d'une fleur des Pays-Bas n'est pas meilleure que celle venue d'Afrique. Au Kenya, sur l'équateur, forte luminosité naturelle. Là où aux Pays-Bas, les roses sont produites sous serre avec une consommation d'électricité, de gaz. Donc même en prenant l'empreinte carbone liée à l'avion, aujourd'hui, les roses d'import du Kenya et d'Équateur ont un bilan carbone qui est légèrement meilleur que les roses produites aux Pays-Bas. En France, la plupart des fleurs poussent sous serre, mais avec une consommation d'énergie moindre grâce au climat plus chaud qu'aux Pays-Bas. Problème, la production française a décliné et ne représente plus que 15% des achats. La responsable de la filière horticole s'en désole. Aujourd'hui, on se retourne, on se dit, mais elle est où la fleur française ? Ben, il n'y en a plus. On a préféré faire des fleurs ailleurs, là où la main-d'œuvre est moins chère, où les contraintes réglementaires sont nettement moins pesantes aussi, pour pouvoir les importer facilement par avion ou par bateau. Les producteurs français réclament l'étiquetage obligatoire de la provenance et en attendant, ils ont créé leur propre label Fleurs de France. On en parlait déjà ce midi dans le Grand News Midi. Une cellule d'aide psychologique a reçu les élèves confinés du collège Édouard Herriot de Chenôve dans les Côtes-d'Armor vendredi hier. On ne savait pas si c'était la police ou si c'était le tueur qui revenait relever une jeune fille. J'ai commencé par trembler, j'ai eu un peu peur, j'ai pleuré, confie une autre collégienne. Très choquée, certains élèves redoutent le retour en classe lundi. Élément rassurant pour les parents, le dispositif anti-intrusion a fonctionné, mais personne n'a été blessé. Heureusement, la garde à vue du jeune homme a été prolongée de 24 heures ce samedi. Reportage Anne Duval. La cellule d'aide psychologique s'apprête à recevoir les élèves confinés hier. Au lendemain de l'intrusion, ces adolescentes sont encore très choquées. Et puis c'était stressant, il y avait des hommes, on voyait des gens courir en fait à travers les vitres, armés. Et on ne savait pas à l'instant si c'était la police ou le tueur. Du coup, voilà, c'était très stressant. Au départ, je ne savais pas si c'était un attentat ou un exercice. Du coup, je me suis dit, je dois juste faire ce que j'ai à faire. Sauf qu'après, j'ai commencé à avoir peur pour mes amis. Et du coup, j'étais pas très bien. J'ai commencé à trembler et j'ai un peu pleuré. Si certains élèves redoutent le retour en classe lundi, j'ai beaucoup peur de ce qui va se passer. Cette mère de famille l'affirme, sa fille retrouvera ses camarades après le week-end. Hors de question de laisser la peur s'installer. Non, il ne faut pas que je la bloque en lui disant non, tu n'y vas pas, parce que ça peut justement faire en sorte qu'elle refuse ensuite d'aller au collège et se dire non, moi j'y vais pas, j'ai peur. Non, vas-y, affronte parce que tu es en sécurité et ils ont su le prouver. Élément rassurant pour les parents, le dispositif anti-intrusion a fonctionné. Personne n'a été blessé. Les faits se sont déroulés hier après 15 heures. Un élève de 3e, pourtant exclu du collège, tente de regagner sa classe. Il est redirigé vers le bureau de la principale et tend une lettre à cette dernière. Il y fait allusion aux attentats de 2015. Le courrier était relativement explicite et le ton en tout cas employé laisse à penser qu'il voulait absolument faire comprendre en tout cas à sa principale ou en tout cas à l'ensemble de l'établissement qu'il comptait procéder à une prise d'otage, oui, très clairement. L'élève sort ensuite un couteau de cuisine. La chef d'établissement parvient quand même à donner l'alerte. Les collégiens sont confinés dans leur classe. La principale qui a réagi avec un sang-froid et un courage assez remarquable, assez exemplaire, puisqu'elle a déclenché le protocole confinement et puis ensuite elle a fui du bureau. L'élève armé est arrêté par la police. Sa garde à vue a été prolongée de 24 heures cet après-midi. Et une nouvelle passion, c'est une passion de l'aviation. Un avion a perdu brutalement de l'altitude en plein vol lundi 11 mars dernier. Les passagers qui n'étaient pas attachés ont été projetés au plafond de la cabine. Tous décrivent une sensation de chute libre. Au total, 50 personnes ont été blessées et 13 ont été transportées à l'hôpital d'urgence. L'avion, un Boeing 787 qui reliait Sydney en Australie à Auckland en Nouvelle-Zélande. Selon la compagnie,
Un incident technique est à l'origine de cette perte d'altitude. De son côté, le pilote aurait évoqué une perte de contrôle de l'appareil aux passagers. C'est le 3e incident sur un Boeing en 3 semaines seulement. L'analyse des boîtes noires est attendue par des spécialistes dans les semaines à venir, comme nous l'explique Olivia Longeval. En plein vol, un homme presse un pansement sur son visage. Un autre est allongé par terre, entouré de passagers confus. La scène est filmée quelques secondes après la perte brutale d'altitude de cet avion à destination d'Auckland. Ceux qui n'étaient pas attachés ont été projetés au plafond de la cabine. Tous décrivent une sensation de chute libre. Les gens tremblaient, leurs mains tremblaient. C'était bizarre. Et de voir ces passagers voler autour de moi, j'avais l'impression d'être dans l'exorcisme. À l'atterrissage, 50 blessés, dont 13, doivent être transportés à l'hôpital. C'était comme dans des montagnes russes. Quand vous plongez comme ça, tout s'est envolé avant de retomber. J'ai vu une femme avec un bébé heurter le plafond, des objets volés. L'avion, un Boeing 787, reliait Sydney à Auckland. Que s'est-il passé? Un incident technique, comme l'affirme la compagnie, ou la perte de contrôle de l'appareil évoqué par le pilote aux passagers? Il a dit « Mes instruments, je les ai perdus. » Pendant quelques secondes, il n'y avait plus rien. L'analyse des boîtes noires est très attendue par les spécialistes, intrigués par cet accident. Est-ce que c'est réellement le système de commande de vol qui a dysfonctionné, auquel cas on serait vraiment sur quelque chose de grave, avec des investigations qui vont être poussées, qui vont prendre des semaines et des semaines? Ou alors est-ce que ce sont des turbulences qui ont provoqué un désengagement du pilote automatique et simplement le pilote à ce moment-là, il a repris l'avion en main après 1 ou 2 secondes. En janvier, c'était la porte d'un 737 MAX qui se détachait en plein vol. Il y a 4 jours, un autre avion perdait une roue au décollage. Ce nouvel incident est le 3e sur un Boeing en quelques semaines. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve demain à 13h et à 20h. Je vous souhaite une très bonne soirée et merci de votre fidélité. Rendez-vous est pris donc demain. Merci.